Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes toujours à la bibliothèque centrale de l'Université Félix-Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous avons un livret, les pages de ma vie, pas la mienne, mais celle de l'auteur. C'est un témoignage personnel, évidemment, mais qui peut être également l'histoire du lecteur à quelques différences près. L'auteur a essayé de nous décrire comment nos passés, surtout douloureux, peuvent influencer négativement notre comportement. Avec beaucoup de plaisir, nous avons notre auteur en place, Flore Constance Awa, que nous allons recevoir dans quelques instants. Bonsoir madame et merci d'être là. Vous êtes technicienne de santé mentale de formation et vous êtes en service à l'hôpital militaire d'Abidjan. Et c'est votre premier ouvrage. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire, les pages de ma vie, votre vie? En fait, quand j'étais en formation pour être technicienne, je suis infirmière spécialisée en psychiatrie. Et j'ai voulu comme ça prendre, en prenant les cours, de prendre mon exemple, ma propre vie pour en faire une étude. Et là, j'ai tout le temps de ma formation. Dans vos cours, on cherche des cas? C'est pas qu'on cherche des cas, mais nous parlons de la psychiatrie. Bien sûr, la santé mentale. La santé mentale. Et puis, on sait que tout ce qui est problème mentaux, la plupart découle de nos vécus. Donc, moi, j'ai pris mon cas. Pendant que je faisais ma formation, j'ai pris mon cas comme étant une étude personnelle. Et quand je le fais, je l'ai écrit. Et quand j'ai fini, ce n'était pas dans le premier but, ce n'était pas dans le meilleur. Pourquoi vous avez pensé à écrire déjà? J'ai toujours écrit. La plupart du temps, je marque tout ce que je fais, je le mets par l'écrit. Et ça, j'ai écrit mon histoire parce que mettre un mot sur ce qu'on a vécu, c'est une forme de libération. On appelle ça verbaliser ses affects. Et moi, j'ai verbalisé mes affects. Et quand j'ai fini, j'ai vu que ça pouvait faire un livre. Et puis d'autres personnes m'ont encouragé. Et puis voilà, c'est sorti. Et voilà. Les pages de ma vie, les pages de ta vie, les pages de sa vie, les pages de notre vie. De quelle vie s'agit-il au fait? Ce soir, il s'agit de votre vie. Essayons d'ouvrir donc ces pages-là. Alors, on commence avec de la tristesse. Parce que vous nous dites, la femme qui vous a mise au monde, une femme d'environ 40 ans, qui avait déjà 9 enfants, vous étiez la 10e, mais vous ne l'avez pas connue. Non. Malheureusement, je ne l'ai pas connue. Elle est décédée bien avant, elle est décédée à environ 1 à 2 ans de ma naissance, elle était déjà partie. Et ça vous a laissé des traces indélébiles? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces parce que j'ai été élevée par la grande sœur de la famille et qui, jusqu'à 6 ans, et 6 ans, j'ai été déportée vers le grand frère avec son épouse. Et je suis passée de frère en frère? De frère en frère, en fait, pour continuer donc. Ça ne vous a pas stabilisé émotionnellement? Pas du tout. Pas du tout, parce que, en fait, on donne. Je ne culpabilise pas du tout les personnes chez lesquelles je suis passée, mais il y a un fait. Quand on demande, par exemple, les gens ont leur manière de dire, ils pensent que c'est cette manière-là, mais moi, il y a un ressenti que j'ai. C'est ce qui est important. On peut dire tout ce que les autres peuvent dire. Je l'ai aimé, j'ai fait ceci, mais moi, il y a un ressenti à mon niveau. Un manque à mon d'amour maternel. Voilà, donc j'ai ressenti un manque d'amour. Certes, j'étais entourée de plein de jouets, j'étais entourée de bien d'autres choses, mais j'étais vide d'affection. Vos frères et sœurs qui vous ont élevé vous ont aimé? Ils m'ont aimé, beaucoup aimé, puisque j'étais la dernière, les autres étaient assez grands, puisque la première fille a été celle qui m'a élevée. Donc ça veut dire que les autres étaient assez grands. Mais moi, je n'ai pas connu... le 10e enfant, donc voilà. Voilà, le 10e enfant, mais je n'ai pas connu cette affection maternelle. Cette affection... Je ne l'ai pas connue. Donc au fur et à mesure des années qui passaient, dans les mains de ses frères et sœurs, leur affection était présente, mais vous, il y avait un vide qui se creusait en vous. Et comment est-ce que vous avez réussi donc à combler ce vide où il a perduré tout au long de votre vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fameuse guérison, on en parlera tout à l'heure? D'accord. En fait, ce manque a perduré. Ce manque a perduré et ça fait... Quand vous savez qu'il y a des enfants, par exemple, qui démontrent
leur manque d'affection par certaines choses. Un caractère difficile, par exemple. La violence, par exemple. Et là, vous allez dire que cet enfant, il est difficile. Mais certainement, c'est une façon pour lui de démontrer certaines choses. Comment vous le démontriez? Moi, j'étais très caractérielle. C'est-à-dire, quand je voulais quelque chose, il fallait forcément que je puisse, qu'on me le donne. Et là, ça fait que tout le village, tous ceux qui m'approchent, ils disaient, oh, voilà celle qui... Elle est difficile, elle était difficile. Elle pleure pour rien. Elle pleure pour rien. Et c'est tout ça qui m'a emmenée, parce qu'il fallait que moi, je cherche pourquoi est-ce que mon enfance a été différente de celle des autres. Et c'est ce qui m'a amenée à poser ces questions, puisque chaque fois qu'on te retrouve, on va te demander, mais c'est celle qui a pleuré tout le temps, c'est elle qui cassait. Et donc ça restait comme une étiquette. Voilà, une étiquette. Il fallait que je cherche à comprendre, et puis bon, voilà. Et l'occasion, Dieu m'a donné l'occasion de faire cette formation, qui m'a donné de comprendre que nos comportements peuvent découler de nos passés. Et c'est ce que je cherche à savoir. Donc, évidemment, un caractère difficile, obsessionnel. Très obsessionnel. Et vous ajoutez difficile à vivre. Difficile à vivre. Et vous étiez même habitué à changer les filles de maison, les nounous, les servantes, comme, voilà, on change ses vêtements, parce que personne n'arrivait à vous supporter. Oui. Et c'est ce manque-là qui a créé ça en vous. Je ne peux pas dire, il faut dire une chose. Nos sentiments, nos ressentis, nous sommes responsables de nos sentiments. C'est-à-dire, deux personnes peuvent vivre le même événement et le ressentir différent. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis devenue caractérielle. Je ne peux pas dire que c'est la situation qui a fait, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Le résultat que vous avez constaté. Peut-être quelqu'un d'autre serait à ma place, serait douce. Donc, je ne peux pas accuser les situations. C'est pourquoi je me remets en cause. Parce que chacun de nous est responsable de ses actes, de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis. Ce qui est très important. Alors, sur cette première base-là, on se dit... Au lieu souvent de condamner certaines personnes, il faut aller plus loin. Oui. Il faut avoir un autre style de management. Oui. Et ça va plus loin lorsqu'on gère des personnes, quand on est responsable d'entreprise, responsable de société. Il faut donc aller plus loin dans le management des personnes. On pourrait comprendre certains actes posés. Voilà. En allant sur ce point-là. Oui, c'est très important parce que quand j'agis de telle ou telle manière, il n'y a rien qui soit gratuit. Comme l'auteur disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand je suis colérique, il faut que je parte voir quelle est la source, qu'est-ce qui a fait que j'y suis arrivée. Ce n'est pas le fait qu'il a fait. C'est pas l'action posée qu'il a fait. Il y avait certainement ça en moi. Parce que même si il y a un jardin que vous arrosez tout le temps, s'il n'y a pas de chou que vous avez planté, le chou ne poussera pas. Si vous arrosez que le chou pousse, c'est que le chou était là avant. Donc vous dites qu'il y avait ça en vous, vous n'êtes pas né avec. Eh bien, pourquoi pas? On pourrait naître colérique. Oui, puisque l'enfant, je ne sais pas dans quel contexte est mort la mère. Mais on ne vous a pas expliqué? J'ai demandé ça et là. Je préfère dire je ne sais pas. Parce que ça peut être différent. Et les versions étaient différentes? Les versions peuvent être différentes, mais ce n'est pas leur version qui importe. C'est ce que moi j'aurais ressenti par rapport à cela. Il faut toujours revenir sur soi. D'accord, mais je veux comprendre quelque chose. Les versions que vos frères et sœurs vous ont données, étaient-elles des versions différentes? Ce n'est pas que les versions étaient différentes, mais eux, ils avaient leur manière de l'interpréter, ils avaient leur vécu. Mais moi, quand j'interprète, ça me donne d'autres choses. Et donc, ça crée encore d'autres choses. Voilà, d'autres choses. J'en voulais à ma mère de mourir. Et de vous laisser? De vous avoir laissé. Pour moi, c'était un abandon. Oh, c'est que... Et vous avez gardé cette pensée-là jusqu'à quel âge, comme ça? J'ai gardé cette pensée pendant longtemps, jusqu'à ce que je commence à écrire cette œuvre. En fait, il faudrait dire qu'arrivé un moment, quand les parents peuvent vous éduquer, le genre d'éducation qui va être donné, la parole n'était pas très souvent donnée. Ah, d'accord. Ce qui fait que moi, j'étais venue à moi-même et très souvent j'écrivais. Dans mon carnet journalier, il y avait toutes ces choses-là, mais aucun parent n'a su que j'écrivais toutes ces faits-là. Pour moi, je disais à ma mère pourquoi elle est décédée, pourquoi c'est à mon tour qu'elle décède. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu quand même 9 enfants qui ont bénéficié de sa présence que tu meurs. Et j'en voulais à cette femme-là. Je l'en voulais vraiment pour dire qu'elle m'a abandonnée. Et aujourd'hui, vous êtes dans la santé, vous pouvez comprendre. Oh oui, aujourd'hui, tout a changé. Je comprends aisément. C'est pourquoi je voudrais que les autres, d'autres personnes puissent connaître l'histoire et s'interroger en eux-mêmes. Voilà. Vous commencez à demander à Dieu de vous changer. Oui. Parce que vous sentez que votre vie prend une autre tournure et surtout ce caractère a un impact sur les autres. Oui.
Ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué. J'étais très compétente dans le métier que j'exerçais. Et les gens aimaient beaucoup ce que je faisais. Et tous disaient, la femme, elle est bien, mais... Et ce mais, arrivé un moment, a commencé à me gêner. Commencé à me gêner. Ça devait comme un boulet. Voilà. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut bien que je change. Il faut que je puisse allier compétences et comportement. J'étais très impulsive. C'est une révolte, en fait. C'était la colère. Et cette colère-là, je le manifestais à tout ce qui était autorité. Pour moi, les autorités m'ont abandonné. Ça a commencé par la mère. Donc, ben, voilà, je m'attaque à toutes les autorités. Et c'est ce qu'il faut connaître. C'est pourquoi je parle des pages de ma vie. Parce que nous avons effectivement des pages dans nos vies qu'il faille lire, il faille échanger, qu'il faille connaître ces pages. Parce qu'il y en a qu'il faut déchirer, il y en a qu'il faut simplement tourner. Ça, c'est magnifique. Alors, moi, j'aimerais savoir quel est l'événement qui vous a fait tilt dans la tête et vous a dit, il faut que je change de caractère. Il y a un fait qui m'a vraiment marqué. Un jour, j'étais de garde et j'étais assise. Lui est très développé chez moi. Et je voyais une femme qui venait avec son enfant. Apparemment, cet enfant était très mal en point. Et quand elle est arrivée, il n'y avait pas de pédiatre en ce moment-là. Et il y a un monsieur qui lui disait, tu vois la femme qui est là-bas, là, elle est agressive, mais si elle n'a jamais réussi à te toucher son enfant, là, demain matin, ton enfant guérit. Et là, pendant que je les ai vus en train de chuchoter, j'ai prêté attention, j'ai entendu ce mot-là. Et c'était avec crainte que la femme venait vers moi. Et ça vous a blessé, ça vous a touché? Beaucoup blessé, parce que j'aime tellement les enfants. Ça m'a beaucoup blessé, bouleversé même. Et quand cette femme est arrivée, j'ai souri, et ce jour-là, j'ai pris l'enfant sans cette agressivité. 2 jours après, l'enfant me souriait, il était venu me montrer cet enfant qui souriait. Et là, j'ai pris la résolution. Parce que j'ai lu un livre qui dit, tout commence par une décision. Et j'ai pris cette décision, j'ai dit, coûte que coûte, il faille que moi je change. Parce que personne n'est responsable de ce que je suis, de ce que j'ai été, pour que les autres soient subir les choses. Et ça, c'est de là que c'est parti. Et justement, la guérison commence on s'assoit, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on repart, on ouvre les pages du passé. Oui. Et vous avez dit, ça vient sûrement de l'absence de ma mère. Ce n'est pas forcément. Il faille lire. Ce sont des pages. Il faut voir parce que... Quel événement a créé ça? Quel événement? Parce que vous avez pas mal de choses. L'homme est constitué de 3 parties. Et quand vous vivez, vous avez un comportement. Vous pouvez avoir un comportement tellement marqué par les parents, par l'environnement qui vous a abandonné. Ça fait que, bon, on appelle ça PAE. Il y a ce qu'on appelle le parent. Ça dit que vous avez la voix du parent qui retentit en vous. Ça veut dire que si ce parent-là est trop fort en vous, vous allez être quelqu'un d'un peu plus autoritaire. Ou bien, il y a l'enfant et en nous. Et c'est l'enfant, très souvent, on retrouve ça chez les hommes, qui disent trop souvent, qu'ils sont un peu malades, vous voyez qu'ils font toujours le bébé. Voilà, ça c'est l'enfant qui se manifeste. Voilà, maintenant, l'adulte, le A, c'est l'adulte. L'adulte qui fait la résultante entre le parent et l'enfant, il donne l'adulte. C'est-à-dire, tire une conséquence et il en fait de ça sa personnalité. Mais il arrive des fois où on n'arrive pas à accorder ces choses et l'un est plus gros que l'autre. Or, ce sont des rencontres, on les représente, ils devraient être équilibrés. Et le mien, ce n'était vraiment pas équilibré. Du tout. Voilà, pas du tout. Donc on commence à se dire, il faut que je commence à équilibrer mes ronds. Mes ronds, pour que le parent soit conforme à l'enfant. Parce que l'enfant accepte tout, l'enfant pardonne facilement. Voilà, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un grand cours de psychologie qu'il faille faire. Oui, en fait, on pose des actes et puis après on se dit, c'est parce que, en fait, dans l'enfance, où il y a le côté enfant en moi qui est un peu trop. Et vous commencez votre délivrance entre griffes émotionnelles. Oui. Vous commencez à vous dire, vous vous dites la vérité à vous-même. Oui. Vous êtes honnête envers vous-même, vous êtes vrai envers vous-même. Et c'est ce qui manque au peuple, c'est ce qui manque en fait à l'humanité aujourd'hui. Il faut pouvoir se regarder dans la glace et se dire, c'est moi ça, c'est moi. C'est de ma faute, si ça n'est pas de ma faute, c'est pouvoir se pardonner, pouvoir se dire attention. C'est moi. Il faut pouvoir affirmer, c'est moi qui suis méchant. Il faut pouvoir dire que je suis méchant, je suis colérique. Il faut pouvoir se regarder. Et quand on le dit, on arrive à automatiquement... Quand on apprend à le dire, à reconnaître que je suis, c'est ce que je suis, c'est une forme de guérison. Parce que toutes ces énergies-là, la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, tout ça, ce sont des énergies. Ils ne vont nulle part, ils sont en vous. Et une façon de pouvoir les liquider, il faut mettre un mot sur ce que je vis. Je suis en colère. Il faut dire, quand je suis en train de parler avec une personne et que je commence à me sentir en colère, il faut que je le dise. Ce n'est pas son acte qui me met en colère, mais je me sens frustrée. Ce n'est pas que lui me frustre, c'est moi qui me sens... C'est des choses qui sont en la personne qui crée cela.
Ce sont des choses peut-être qui germent, qui étaient là endormies, mais que l'autre vient réveiller. De façon inconsciente. De façon inconsciente. C'est pourquoi, très souvent, quand je dis que je ne tolérais pas du tout ces filles de ménage, là, effectivement, il y avait la colère, il y avait la frustration de genre en moi. Et quand quelqu'un vient poser un petit acte, voilà, ça réveille. Donc, ce n'est pas la fille qui impose, c'est moi. Il faut revenir à soi. Alors, madame, monsieur, je rappelle que vous êtes en train de suivre Entre les lignes. Avec beaucoup de passion, nous parlons avec Awa Flore Constance sur ce livret, Les pages de ma vie. Et à ce moment précis, chère Awa, nous allons faire entrer notre critique littéraire, le docteur Jay, qui assurément aura une autre vision, d'autres questions sur cette œuvre que moi j'estime déjà être passionnante quand on parle de l'homme. Docteur, venez, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Christelle. Awa Flore Constance, notre auteur, a ce livret, Les pages de ma vie. Discussion intéressante quand on a eu avec elle tout à l'heure. On parle de l'homme, de son psychisme, de tout ce qui est relent intérieur qui réagit aujourd'hui dans nos comportements et caractères. Docteur, je sais que vous avez assurément un autre regard et d'autres questions, n'est-ce pas? À voir déjà votre sourire. Ah oui, tout doucement quand même. Absolument. Déjà, je veux saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jeudis à 20h30 et lors de la diffusion. Bonsoir, madame Awa. Bonsoir, docteur. Merci déjà pour ce livre, mais il va falloir qu'on l'ouvre pour... Exactement, ah oui. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous avez, pour les pages de votre vie, vous n'avez que 31 pages? D'abord, il faut un rectificatif. Ce n'est pas les pages de ma vie. Parce que quand vous tenez le livre, qu'est-ce que vous lisez? Les pages de ma vie. C'est quand même le titre de l'œuvre. C'est le titre de l'œuvre. Mais quand vous le lisez, ça fait combien? La page de ma vie. Chacun se retrouve. Chacun se retrouve. Mais là, c'est votre histoire quand même. C'est l'histoire de l'auteur. C'est quand même... vous faites une biographie. Hein. Oui, c'est l'histoire de l'auteur. Un livre... C'est un témoignage personnel. Voilà. On est dans ce qu'on appelle une autobiographie. Une autobiographie. Donc, a priori... A priori, c'est l'histoire. D'abord, c'est l'histoire de la vie de l'auteur. Mais c'est la vie de chacun de nous. Oui, mais en fait, avant de projeter, la première... on parle de la vie de l'auteur. Voilà. Et puis, à partir de là, les autres doivent sont censés en tirer quelque chose pour eux. Alors, donc, la question, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez qu'un livre de 31 pages dont je dois extraire non seulement une préface et des remerciements pour n'en rester que 27. Je me dis, mais il y avait beaucoup à écrire. Et ça, le livre, il est assez volumineux. Mais moi, j'ai un objectif. C'est thérapeutique ce que je suis en train de faire. C'est une guérison intérieure. Alors, quelles sont les raisons de ce format? Parce que le raison, il faudrait faire tout petit pour que l'autre le lise en si peu de temps et retienne l'essentiel. Je n'ai pas envie que les gens se promènent, que les gens se baladent et qu'ils ne retiennent pas l'essentiel. Vous n'avez pas envie d'écrire 500, 300 pages? Étant donné que l'histoire, je pense qu'il est vraiment important. Vraiment important, il faut trouver l'essentiel. Donc le nombre de pages réduit, c'est à viser thérapeutique et pédagogique. C'est ça, c'est ça. Et tous mes livres, c'est comme ça, puisque je travaille toujours dans ce même domaine qui m'a vraiment marqué. Tous les autres livres, c'est comme ça que je alors pourquoi est-ce que vous avez la nécessité de faire à la fois une préface et des remerciements? Des remerciements parce qu'il y a des personnes qui sont là pour te booster. Parce que parler de soi, ce n'est pas si évident. Voilà, parce que j'ai fait ma délivrance, la délivrance est opérée, mais il fallait le donner aussi à d'autres personnes. Il faille des gens pour vous encourager. Quand même, la moindre des choses, c'est dire merci à ces personnes-là. Et de préfaxer. Et je crois que la préfaxe ici, vous l'avez aimée. Enfin, c'est du moins ce que je peux penser. Oui, alors, je crois savoir que vous avez des formations psychologue. Je rectifie. Technicienne de santé. Je suis infirmière pour mieux. Quand vous êtes dans le domaine de la santé, en fait. Voilà. Santé mentale. Hein? Santé mentale. Voilà. Donc, nous sommes en sciences humaines ici, en fait. Voilà. Alors, dans votre livre, vous faites un TD. Le TD, les travaux dirigés. C'est-à-dire, on va comme dans une université. Travaux dirigés. Vous appliquez vos connaissances à vous, c'est ça? Moi, j'ai appliqué ma connaissance avant d'aller appliquer sur les autres. Et ça a marché pour vous? Ça a très bien marché, parce que quand je fais les cours... Alors, vous êtes délivré ou vous êtes en phase de... Vous êtes dans le processus? Vous savez, l'homme est un
on ne peut pas dire ce que je suis aujourd'hui, c'est selon les événements de la vie, l'homme peut se renouveler. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'homme a la capacité de s'adapter aux situations qui se retrouvent. Donc, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas quelle situation auquel je serai confrontée. Mais ce qui était donc un boulet pour vous, aujourd'hui, voilà, n'est plus. Le caractère qui a changé. N'est plus. Parce que hier, je ne savais pas sourire. Aujourd'hui, je souris. Ah, mais vous avez un beau sourire. Merci. Oui, ça, je le confirme. Ça, je le confirme. Alors, la question que je pose maintenant, c'est... Qu'est-ce qui relève de la science? Qu'est-ce qui relève de la foi? Ce qui relève de la science, c'est que je me suis rendu compte que tout ce que nous sommes dérive de ce que nous avons subi, quelque part. Et ça, c'est la science qui me le dit. Maintenant, quand vous avez ces scientifiques qui pratiquent des choses, il y a une façon, pour mieux appliquer à sa vie, nous avons besoin de la foi parce qu'il vient en ajout pour nous permettre, pour nous aider à réellement saisir cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui est le principal, la foi ou la science? Les deux. J'allie les deux. Sur la même base? Sur le même pied? Ou il y en a un qui est plus avancé? Non, il y a un qui est plus avancé. C'est la foi. C'est la foi. Parce qu'il y a bien des psys qui se suicident. Exactement. C'est bon de le préciser. D'accord. Et donc, vous dites à la page 16, pour être délivré émotionnellement, il y a des pages que le Seigneur tourne, mais il y en a qu'il déchire carrément. Carrément, et cela est très douloureux. Ah oui. Alors, faites-nous la nuance entre tourner une page et puis la déchirer carrément. Tourner la page, il y a des faits. Est-ce qu'on peut tourner une page d'une vie? On peut tourner, c'est-à-dire, quand je tourne, je sais qu'elle est en arrière, elle est là, je peux toujours retourner et puis aller revoir. Mais quand et que signifierait déchirer la page? Quand je la déchire, ce comportement-là, je ne le veux plus. C'est une volonté ou c'est une volonté et je déchire, je permets à Dieu de déchirer carrément cette page parce que je ne veux plus agresser. Est-ce qu'on veut l'oublier ou bien... Voilà, pour être dans le détail. Voilà, lorsqu'on tourne, on sait que vous avez dit que lorsqu'on tourne la page, on sait qu'elle est là. Mais est-ce qu'on la déchire? Est-ce qu'on ne sait pas qu'on la déchire ou bien on la jette? On sait qu'on l'a déchirée. Puisque quelle est la différence dans l'action? Dans l'action? Dans le résultat du moins de l'action. Aujourd'hui, j'en parle et avec sourire. Vous voyez? C'est-à-dire que je n'ai pas... Hier, je ne pouvais même pas parler de ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, je le dis et je le souris. Je souris parce que je n'ai pas ce sentiment qui hier était amer. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Déchirer parce que ce comportement, aujourd'hui, je décide. C'est-à-dire, quand je décide d'être en colère, je décide. Parce que ce n'est pas tous les jours parce que j'ai changé qu'il ne faille pas se mettre par moment en colère. Parce que la colère, il y a des endroits où il faut se mettre en colère. Et là, je sais que je suis en colère. Je sais que je vais réagir. Quand je réagis, après, je ne souffre plus. Parce que c'était une volonté. Mais quand on agit de façon impulsive, on ne se contrôle pas. C'est ça qui est difficile. Et c'est ce que la plupart du temps nous sommes. Voilà. D'accord. Alors, finalement, dans votre délivrance, vous abordez plusieurs aspects de la vie de la personne délivrée, aspect professionnel, social, aspect social, vous revenez surtout sur l'aspect sentimental, et vous dites à la page 22 que la solitude est un fléau, que seule la personne qui vit en connaît le poids. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça peut être un fléau alors que dans notre société moderne, certaines personnes préfèrent vivre seules. Oui. Est-ce que parfois, ce n'est pas un choix délibéré? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'immiscer dans la réflexion une pensée très africaine, finalement? Peut-être, mais quand je vois que j'ai cette grâce-là de rencontrer beaucoup de personnes, même quand ceux qui se disent en griffe, je veux rester seul, allez-y, vous comprendre quelque chose. Si cette volonté est vraiment... Vous pensez, enfin, vous êtes dans la santé mentale, il y a toujours de la douleur quand vous la rencontrez? Toujours quelque part. Il y a toujours quelque part, parce que bon, je sais de quoi je parle. Et ces personnes qui sont dans les vies à deux, qui veulent en sortir? Qui veulent en sortir. Là aussi... Parce qu'une chanteuse célèbre a dit cette affaire de foyer, de bagaille. Mais il y a toujours de la douleur quelque part. Il y a toujours de la douleur quelque part. Ceux qui sont dehors veulent entrer. Alors, une douleur n'en vaut-elle pas une autre, madame? Peut-être, mais... celle que je connais, c'est celle-là, la solitude. L'autre, c'est aussi une douleur, mais ce qu'on a expérimenté... Vous la vivez personnellement, la solitude? Je l'ai vécue, mais pas maintenant. Okay. Vous dites quelque part dans le livre que vous êtes en voie de délivrance. Quand j'ai reçu la conviction d'écrire cette œuvre, ce problème n'est pas encore résolu. Oui. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un peu pressé. Le problème n'est pas encore résolu, vous faites un témoignage. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant d'attendre que la question se résolve avant de témoigner, avant de revenir faire le tout et en parler? Est-ce que ça n'aurait pas été un peu plus, ça n'aurait pas eu plus de poids et d'impact? Si je le fais, c'est comme si je vais écrire ce livre, rien que pour cet aspect-là. Or, ce n'est pas cela. La solitude est un élément. Mais ce que j'ai reçu est trop grand pour que j'attende
qu'il y ait le mariage. C'est trop grand. C'est la manifestation de votre délivrance. De notre délivrance. Et quand je le proclame également, c'est aussi une manifestation de la foi que j'affirme. Je dis, celui qui a trouvé une femme est bonheur. Tu n'es pas bonheur, tu veux être dans une épouse. Et quand je pense que je suis sur le chemin... Si la femme n'est pas bonheur elle-même, comment peut-elle... Oui, exactement. Mais ce mec vient de dire quelque chose de très fort. On va faire un changement, oui. Alors, si vous imaginez carrément, vous faites une allégorie du bonheur, vous êtes une femme, il faut être bonheur. Okay? Il faut d'abord être bonheur soi-même. Voilà, il faut être bonheur soi-même. Donc, comme pour dire qu'on n'offre que ce qu'on a. On offre que ce qu'on a, mais en fait, c'est une pensée biblique. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je n'ai fait que paraphraser cette parole-là. Mais c'est très fort ce que vous avez dit. Qui est très bien, parce qu'on va vers quelque... Il faut pour donner le bonheur. Pour donner le bonheur. Si vous n'êtes pas heureuse vous-même, vous-même seul et tout. Et je pense que cette manière-là pourrait aider l'autre également, parce qu'on ne peut donner réellement que ce qu'on a. Et si je suis bonheur, c'est sûr que je donnerai le bonheur. Donc, on a terminé l'émission. Vous allez conclure maintenant. Et donc, je conclus avec cette phrase. La reçue du foyer réside en partie dans les mains de celle qui a reçu l'ordre de la soumission. Et l'homme aime la femme qui est douce, patiente, conciliante, coquette, avec un sens de l'humour. Je pense que c'est un petit livre qui est bon. Il est petit, mais il est lourd. Mais il est assez coffré. Exactement. Il a du corps, ce petit livre, et donc on le conseillerait, on le lit en 1 minute. Oui, ça passe vite. Et donc il est fort. Et en même temps, quand on le lit, on essaie aussi, c'est bizarre, quand on le lit, on fait aussi son auto-examination. Et puis, voilà, c'est une thérapie personnelle, ça guérit. Oui. Merci beaucoup. C'est fait dans ce sens. Si vous êtes colérique, si vous êtes quelqu'un difficile, invivable, et on vous l'a déjà dit, et vous voulez vous en sortir, vous voulez sortir de ce carcan, de ce cercle vicieux, infernal, vous voulez être aimable, vous n'arrivez pas. Vous êtes qualifié, vous êtes bon, vous êtes excellent, mais vous êtes difficile de caractère, eh bien, lisez simplement le livre. Et même si vous êtes bien, vous avez un bon comportement, lisez aussi le livre. Il y a forcément un pan de vous qui va être guéri. Awa Flore Constance, merci beaucoup. Merci à vous. Docteur, je sais que vous êtes resté sur votre faim, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur cette œuvre. Mais bon, l'émission est terminée. Le débat continuera chez vous, assurément. On se retrouvera jeudi prochain pour une autre émission. En attendant, bonne lecture chez vous. Au revoir.